Bien, je pense qu'on peut commencer. Vous m'avez un peu plus d'inscrits, donc un certain nombre de personnes ne semblent pas être venues. Néanmoins, on va commencer. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette réunion de lancement de notre PAT. Alors le PAT, ça veut dire Projet Alimentaire Territorial. Et j'insiste sur le mot projet parce qu'un certain nombre de gens remplacent le P par plan ou par programme. Et certains mots ont des connotations un peu particulières qui peuvent pas refléter exactement ce qu'on a l'intention de faire dans le cadre d'un projet. Donc le PAT de Bréa, c'est le projet alimentaire territorial de Bréa. On lui a donné un nom breton, c'est Easttown, qui veut dire à table en français. Alors, on passera à table tout à l'heure. Il y a un buffet qui sera proposé avec principalement des produits locaux, produits sur l'île ou autour de l'île. Mais je vous demanderai un petit peu d'attention pour vous présenter vraiment les grandes lignes de ce qu'on appelle un PAT, parce que je pense que c'est encore une notion un petit peu floue dans l'esprit de pas mal de personnes. Alors, si je essaie de résumer en une phrase les PAT ont pour objectif de relocaliser la production et la consommation de produits agricoles dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, des circuits courts et la production de produits locaux. Donc, les trois points importants, c'est l'installation d'agriculteurs, des circuits courts et la production de produits locaux. C'est un process qui est apparu dans la loi d'avenir de l'agriculture en 2014 et un des principes de ces PAT, c'est que ce sont des exercices qui doivent être élaborés de manière collective en associant le maximum d'acteurs, les acteurs locaux, les collectivités, les entreprises, qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires, les artisans, mais aussi, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, les citoyens des communes concernées. Un point important, parce que vous savez sans doute qu'on démarre aussi une autre initiative qui est la révision du PLU. Les PAT contribuent d'une manière importante à la cohérence des schémas d'aménagement du territoire. Et on doit en tenir compte actuellement dans le cadre de notre révision. Alors des PAT, il y en a environ 200 dans toute la France. Et comme on vous l'a déjà dit, en Bretagne, lors de la dernière attribution qui s'est faite début 2021, deux communes ont été retenues au niveau de la Bretagne. L'agglomération, en fait, c'est l'agglomération de Quimper et donc la commune de Bréa. Alors, comment va se passer la soirée ? Tout d'abord, on aura une intervention de Marianne Bassoleil qui vous donnera un certain nombre d'éléments sur les PAT en cours et en particulier, vous verrez qu'il y en a un certain nombre dans les îles. Et elle vous présentera aussi le RAIA. Le RAIA, c'est le réseau agricole des îles Atlantiques, dont elle fait partie, et qui est une initiative très complémentaire de ce que nous démarrons avec notre PAT. Ensuite, on aura l'intervention de Sandrine Dupé, qui nous donnera une perspective historique sur l'agriculture à Bréa et qui nous donnera le lien avec le PAT que nous démarrons aujourd'hui. Je vous donnerai ma vision du PAT en essayant de répondre à une question qui est relativement fondamentale, c'est quel intérêt pour Bréa à développer un PAT ? Et on a déjà entendu des commentaires. Certains pensent qu'un PAT, ça va être beaucoup d'études et beaucoup de discussions, mais qu'il n'en sortira pas grand-chose. Et pour vous convaincre qu'on veut travailler dans du concret, plutôt que vous présenter les axes de travail qu'on avait présentés lors de notre soumission pour obtenir ce programme, on va vous donner des exemples concrets des actions qu'on a l'intention d'entreprendre. Alors Michel Penel commencera
Il vous présentera quelques éléments qui ont été recueillis par une enquête réalisée en 2020 et qui montrent clairement la demande pour une plus grande diversification des productions agricoles. Ensuite, Dominique Sichet vous parlera de la Maison de la Mer. Je sais que c'est un sujet qui interroge les gens. Patrick Picard développera des actions potentielles autour du foncier dans le cadre d'Impact. Marion Réglet détaillera les actions pédagogiques de toute nature qui graviteront autour de ce PAT. Et enfin, Stéphane Morleva fera le lien entre le PAT et l'accueil des touristes sur notre île. Ensuite, je reprendrai la parole. On parlera un petit peu de gouvernance. On parlera des personnes qui vont travailler sur ce PAT et qui travailleront concrètement à la réalisation des projets. Et je vous donnerai également quelques éléments financiers sur ce projet. Voilà, donc c'est le programme des présentations. On terminera ensuite la soirée par un buffet qui, comme je vous l'ai déjà dit, est préparé à partir de produits locaux que nous aurons le plaisir de vous faire goûter. Si nous ne sommes pas trop longs dans les présentations, on prendra un certain nombre de questions. Je suis sûr que vous aurez des questions. On prendra quelques questions en fin de séance. Et ce qu'on espère, c'est qu'ensuite, pendant le buffet, il y aura un certain nombre de discussions qui seront initiées entre les différents intervenants. Voilà, je vais passer la parole à Marianne Turaya. Tu te présentes en quelques mots et puis tu... Je vais prendre n'importe lequel des micros. Ouais. Bonsoir à tous. Pour commencer, merci de m'avoir convié à participer à cette réunion. Marianne Basselet, je suis animatrice du réseau agricole des îles Atlantiques, qui est une association loi 1901 que je vais vous présenter succinctement. En fait, c'est une association qui regroupe des structures sur les 13 îles de la façade atlantique que vous pouvez voir sur cette carte, et les 3 îles qu'on appelle à pont, puisque elles ont été reliées au continent par un pont au cours du milieu du XXe siècle, donc Noirmoutier, l'île de Ré et l'île d'Oléron. Et en fait, sur ces 16 îles, l'association réunit des collectivités locales, à la fois des mairies, des intercommunalités, des associations citoyennes, de citoyens engagés pour le développement local, et des exploitations agricoles ou des collectifs agricoles. Et ce qui réunit ces différentes structures, ces différents membres, c'est la conviction que le développement équilibré des zones, des territoires insulaires passe par le maintien ou le développement d'activités agricoles à l'année, d'activités agricoles durables, qui soient adaptées aux fragilités des espaces naturels insulaires, dont on a tous évidemment conscience, et qui rémunèrent dignement les producteurs. Donc, c'est une association qui s'est officiellement constituée en 2018, mais dont les membres initiateurs ont démarré leurs travaux dès 2011. Pour la petite histoire, ils se sont rencontrés à l'occasion du premier festival des insulaires. Voilà, à l'occasion duquel une table ronde avait été organisée sur les différentes activités économiques insulaires, dont une table ronde sur les activités agricoles. Et depuis, de fil en aiguille, en fait, ce qui avait commencé par être un réseau d'échanges, de partage d'expériences, et petit à petit monter en compétence jusqu'à devenir une association formalisée et qui a décidé de porter un projet de recherche pluridisciplinaire pour donc contribuer à l'action de développement rural dans les territoires insulaires, mais aussi pour caractériser et comprendre les dynamiques qui se jouent actuellement, et ce depuis le milieu du XXe siècle, sur finalement les interactions entre le monde agricole, l'action publique en matière de développement agricole et rural, et l'impact que peuvent avoir les politiques de planification. Monsieur le maire parlait du PLU, on peut aussi penser aux SCOT, aux anciens documents d'urbanisme qu'on appelait les POS, qui peuvent avoir une influence sur les activités agricoles, et aussi les politiques de protection de l'environnement et des paysages qui ont nécessairement une influence sur ces activités-là.
Voilà, donc aujourd'hui, le réseau agricole regroupe une quarantaine d'adhérents, avec des structures assez importantes, hein, comme la communauté de communes de l'île d'Oléron, et jusqu'à des exploitations agricoles sur des toutes petites îles comme l'île d'Ar, par exemple, ou l'île d'Aix, que certains d'entre vous ont peut-être déjà visité. Et l'association emploie 2 salariés, donc ma collègue Neila Benrami et moi-même. Et donc, pourquoi est-ce que c'était important pour nous de venir ici aujourd'hui? Parce qu'il y a un certain nombre d'îles qui ont déjà initié des dynamiques de projets alimentaires territoriaux. Et ça semblait important de vous montrer comment ça peut s'illustrer sur ces territoires-là, qu'est-ce qui a pu être mis en place, et voilà, vous donner un petit avant-goût de ce qui pourra advenir à Bréa dans les années à venir. Donc, au sein du RADA, il y a 4 projets alimentaires territoriaux qui sont déjà existants, donc, avec évidemment en plus celui de Bréa, avec que je n'ai pas compté dans les 4. Le projet alimentaire territorial de Belle-Île-en-Mer, donc vous pourrez trouver une petite plaquette sur la table qui est à l'entrée si ça vous intéresse d'en savoir plus. Celui de l'île-Dieu, celui de Noirmoutier et celui de l'île d'Oléron, sachant que les PAT de Belle-Île-en-Mer et de l'île-Dieu ont fait partie des premiers projets labellisés en France dès 2017. Il y a également un projet alimentaire territorial en cours d'élaboration sur l'île de Ré, et il y a des petites îles sur lesquelles il y a des projets de redynamisation agricole qui sont comparables à ce qu'on pourrait appeler un PAT, mais qui pour l'instant sont en phase de démarrage. Donc Ouessant, Ars, Aix, Groix et l'île de Moite. Je détaillerai ça un petit peu plus après. En fait, ce qui va un petit peu regrouper ces projets alimentaires menés sur des îles dont la superficie peut varier, la distance au continent varie, le nombre d'habitants varie, c'est finalement des objectifs qui sont assez similaires quand on compare ces projets entre eux. C'est-à-dire que sur toutes les îles où ces projets ont été initiés, on avait une volonté partagée de contenir le développement de la friche, qui est un sujet quand même important sur les différentes îles. Hein. Sur Belle-Île-en-Mer, c'est 25% de la surface du territoire qui est enfrichée. Sur les 2, c'est à peu près équivalent. Donc voilà, ça peut poser des problèmes en matière de gestion des incendies, d'accessibilité, des problèmes sanitaires aussi, hein, puisque c'est des endroits où peuvent se développer une faune type rat, etc., qui peut poser des problèmes après. Maintenir des paysages ouverts, parce que ce qui fait la renommée des îles, c'est quand même leur aspect paysager, et c'est ça qui fait venir et rêver les personnes qui s'y déplacent. Développer des activités à l'année, donc en capacité de rémunérer dignement des personnes qui souhaitent exercer un travail toute l'année sur une île, donc de la création d'emplois, du lien social, et aussi dynamiser la vie locale. Pourquoi? Parce que ce dont on se rend compte a posteriori, après, en observant ces dynamiques qui ont démarré pour certaines il y a une dizaine d'années, hein, sur l'île, le projet a démarré il y a presque 10 ans, c'est que ces activités agricoles, elles vont être source de liens sociaux, d'événements, de discussions sur des marchés, de foires paysannes, de buffets paysans. Alors, on peut créer des expositions. Voilà, donc c'est un événement important sur des îles, surtout sur les petites îles. On a aussi un objectif d'amélioration de l'autonomie alimentaire du territoire et plus globalement de renforcement de la quantité des produits locaux qui sont intégrés dans la consommation alimentaire des gens qui résident sur les îles, et aussi une volonté de diversification. Pour ma part, j'habite à Belle-Île-en-Mer. C'est une terre qui, depuis le milieu du XXe siècle, s'est plutôt orientée vers l'élevage. Aujourd'hui, avec le projet alimentaire du territoire, ce qu'on essaie de faire, c'est d'installer des activités plus diversifiées avec du maraîchage, de l'arboriculture, de la production de céréales panifiables, etc. Et donc, chose qui, jusqu'à présent, était un petit peu délaissée. Et puis, ça peut aussi permettre, sur Bréa, peut-être que c'est quand même un petit peu exemplaire ce qui est fait, mais dans certains cas, de contribuer à l'évolution des pratiques agricoles en faisant dialoguer les citoyens avec les agriculteurs et que chacun puisse exprimer ses positions par rapport à certaines pratiques agricoles, les engrais, les produits phytosanitaires, etc.
Voilà, donc ces objectifs sont globalement partagés par toutes les îles qui ont en place ces projets-là. Et pour atteindre ces objectifs, ce qu'on constate aussi, c'est que les méthodes qui ont été mises en place se recoupent plus ou moins. Et donc, il y aura peut-être un travail à Bréa qui sera similaire à ça sur certains aspects. Mais notamment, ce qui a été mis en place, c'est des solutions de maîtrise du foncier agricole local pour faciliter l'installation de nouvelles activités agricoles et surtout sécuriser les exploitants agricoles installés. Donc je prends encore un exemple à Belle-Île, mais donc c'est une île sur laquelle il n'y a que 42% des terres agricoles qui sont sous statut sécurisé. Ça veut dire que 60% des terres agricoles sont exploitées par des gens qui n'ont même pas la certitude que le lendemain, ils pourront continuer à exercer leur activité sur ce terrain-là. Donc, ce qui pose un peu des questions. Moi, si demain, je ne suis pas sûre que mon contrat de travail continue, est-ce que je ferai mon travail avec autant d'emprunt? Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, c'est cette première méthode de meilleure maîtrise du foncier agricole pour sécuriser, pour faciliter l'installation et l'encourager. De la sensibilisation de tous les publics, ça peut être des publics scolaires, de la formation pour adultes, de la sensibilisation des visiteurs, des résidents permanents, aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation locale et durable. La durabilité est quand même un sujet qui est beaucoup traité par les projets alimentaires territoriaux, c'est-à-dire qu'on essaye de raisonner aussi sur l'intégration de l'activité agricole dans une perspective de long terme, en réfléchissant à un équilibre sur les cycles de matière, les cycles du carbone, etc. La création d'instances locales de concertation, donc ça renvoie à ce que disait M. le maire en préambule, c'est important de construire du dialogue et d'avoir des espaces où chacun peut exprimer la façon dont il perçoit le développement agricole local et que ça ne reste pas un sujet qui soit cloisonné. Tout le monde peut s'exprimer là-dessus, donc c'est important d'avoir des instances citoyennes. Et puis aussi, quand même un gros volet qui a été développé ces dernières années, c'est l'appui à l'installation agricole parce que c'est quand même un enjeu national. Il y a un paysan sur deux qui va partir à la retraite dans les 10 prochaines années, avec pour l'instant des effectifs qui ne se renouvellent pas vraiment. Et après, on va être plus nombreux à mourir, donc voilà. Quand même là un enjeu important. Et un accompagnement des porteurs de projets. Voilà, donc ça c'est pour les méthodes qui ont été développées sur l'ensemble des îles et voilà, qui seront peut-être répliquées ici, en tout cas qui ont fait leur preuve jusqu'à présent. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que moi ce que j'ai envie de dire là aujourd'hui, c'est que Bréa ne sera pas toute seule pour réaliser ça. En fait, cette expertise et tout ce travail qui a été fait en amont sur d'autres îles, et puis là je parle uniquement des pays insulaires, mais comme on dit, il y en a 200 dans toute la France, donc il y a aussi des bonnes idées à aller chercher, des choses qui ont marché ailleurs et qui peut être intéressant d'aller voir. Et donc voilà, le réseau, le RALA sera là pour organiser des échanges avec les personnes de Bréa qui s'engageront sur ce sujet. Nous, au sein du réseau, on a déjà très fréquemment l'occasion d'échanger ensemble au sein de groupes de travail ou de différents événements thématiques sur le développement agricole. Et il est bien évident qu'on mettra à profit cette expertise et cette entraide pour Bréa. Donc je vais finir, mais simplement pour vous illustrer un peu le propos. Donc voilà, sur l'île d'Oléron, quelques images. Donc des visites d'exploitation agricole lors des journées agricoles qui sont organisées par la communauté de communes, la démonstration de meunerie de farine locale au moulin de Labré. Donc le moulin de Labré, c'est un ancien moulin à vent qui a été remis en fonctionnement ces dernières années et donc dans lequel est moulue une farine, sont moulus des grains qui sont produits sur l'île pour fabriquer de la farine qui est ensuite utilisée par les restaurants locaux. Donc sur Belle-Île-en-Mer, on a eu cette année un concours agricole pour mettre en valeur les pratiques agroécologiques des éleveurs, puisque c'est une île sur laquelle il a été démontré que les pratiques d'élevage extensive favorisaient le maintien d'une biodiversité très particulière qu'on retrouve uniquement à cet endroit-là dans toute la Bretagne. La fête des battages qui est organisée par une association
qui veut relancer la culture de céréales planifiables sur l'île dans un objectif d'amélioration de l'autonomie alimentaire, comme je disais tout à l'heure, des visites de ferme, un forum. Voilà, donc c'est vraiment des choses très concrètes, hein. On n'est pas du tout on n'est pas là à rédiger des documents qui restent dans un placard. L'idée, c'est vraiment de faire des actions de terrain qui réunissent les citoyens, les agriculteurs et qui leur permettent d'échanger. Sur l'île Dieu, une formation des cuisiniers de la restauration collective de l'île à l'utilisation de produits locaux. Donc, comment est-ce que on gère la saisonnalité lorsqu'on travaille dans des cantines scolaires? Comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer des produits locaux? Là, des chantiers collectifs pour la construction d'un bâtiment d'une éleveuse qui s'est installée pour produire de volailles il y a quelques années. L'Assemblée générale de la Société civile immobilière de l'île-Dieu, la Société coopérative civile immobilière, je devrais dire. Donc là, ce sont des citoyens, des agriculteurs, la commune, le département qui se sont alliés pour acquérir l'ensemble des terres agricoles et favoriser l'installation et maîtriser les prix du foncier. Voilà, l'événement Ferme ouverte, donc là, ça réunit des citoyens pour dialoguer sur l'avenir des activités agricoles. Et puis pour finir, des plus petites îles sur lesquelles il y a des choses qui se mettent en place depuis une période plus récente. Et voilà, donc sur Ouessant, sur Aix, des communes qui, face à la disparition complète en fait, des activités agricoles sur leur territoire et en se rendant bien compte que ils n'allaient pas pouvoir utiliser tout le temps des tondeuses à gazon pour éviter que la friche ne repousse et puis que c'est quand même sympa d'avoir du fromage local toute l'année, ou des légumes, ont mis en place des appels à candidature pour faire venir des porteurs de projets et les installer sur des terrains municipaux. Voilà, pour ce petit tour d'horizon, n'hésitez pas, on aura le temps de discuter après si vous avez des questions. Merci Marianne. Ce qui me plaît, c'est qu'on rentre déjà dans le concret et vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises sur pas mal d'îles qui vont tout à fait dans le sens de ce que moi je fais. Maintenant, c'est Sandrine Dupé qui va replacer le PAT dans le contexte historique de l'agriculture sur Bréa. Ça marche, ouais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous présente un travail collectif qu'on a fait à Bréa. On a écrit un article qui devrait paraître dans un mois dans une revue de géographie. Et en fait, je suis ravie de pouvoir le partager avec des Bréatins et des personnes qui aiment Bréa, parce que ça parle de cette île. Et ce qu'on a voulu regarder, c'est la négociation de la place de l'agriculture au fil du temps, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. On voit que c'est une place qui a évolué en fonction de pas mal de contraintes et de on va voir ça tout de suite. Donc là, je vous ai mis l'article. Ouais, je vous ai mis le nom de l'article qui paraîtra bientôt, et puis si vous le souhaitez, je pourrais vous l'envoyer. Alors, ce travail-là, il a été effectué dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Parchemin. C'est Paroles et chemins d'agriculture littorale en Bretagne. Donc, c'est un projet de recherche qui s'intéresse à la place de l'agriculture et l'évolution de l'agriculture sur le littoral breton. On avait 5 terrains d'études. Donc, moi, j'ai travaillé sur le Goëlo, donc la partie Paimpol et inclus en Bréa. Une collègue a travaillé sur la baie de Lannion, la baie de Douarnenez, la baie de la Forêt, et puis notre collègue a travaillé sur la presqu'île de Ruisse. Et on travaillait en concertation donc, entre des anthropologues, des agronomes, des informaticiens, et avec beaucoup de liens avec des initiatives locales. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'était important que ce projet de recherche se connecte avec la réalité des gens. Donc, vous pourrez aller voir si vous souhaitez approfondir sur ce projet de recherche. Il y a le nom du site internet qui retrace beaucoup de nos travaux. Donc, Bréa, on est venu pour ce projet de recherche à partir de 2017 pour une réunion publique sur le plan local d'urbanisme. Et puis, on a été deux à travailler ici à faire des enquêtes. Donc, Jérôme Cardinal et moi-même. Et donc, on a fait 16 entretiens enregistrés
avec des agriculteurs, des agricultrices, des élus, des membres d'associations, des résidents permanents et secondaires. On a assisté à plusieurs réunions publiques et j'ai aussi fait un long temps d'immersion sur l'île. Et il y a eu tout un travail photographique, donc vous verrez quelques éléments là aussi. Donc on a analysé ça en regard avec une littérature aussi locale sur les îles et puis une littérature en général. Et l'objectif, c'était de comprendre en fait la place aujourd'hui de l'agriculture sur l'île en retournant dans l'histoire. Je vous emmène dans le temps. Alors, Mooréa a une longue histoire agricole. Il y a un historien qui estime que c'est à partir de l'an 1000 en fait, qu'il y a de l'agriculture à Bréa. Nous, on va se concentrer donc, à partir de 1900 et on a scindé en fait, cette période en 3 parties. Donc, à partir de 1900, il y a un peu, c'est une société paysanne avec aussi une ouverture sur la mer et il y a les prémices de l'ouverture au tourisme. À partir des années 50, l'usage des terres passe, alors qu'il était exclusivement quasiment dédié à la production, il passe de plus en plus au loisir. Et donc ça a des effets très structurants sur la place de l'agriculture sur l'île. Et à partir des années 2010, à peu près, la place de l'agriculture est re-questionnée sur l'île alors qu'elle était prête à disparaître. Alors, l'agriculture, c'était un moyen de subsistance. Les femmes étaient dédiées aux tâches agricoles et les hommes, à partir du XVIIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, étaient surtout avec des activités maritimes, donc pêche au long cours, pêche côtière, la marine, etc. Et il y a beaucoup d'artistes qui décrivent cette île comme une île rasée par les vents et le pâturage. Donc en fait, il y avait tout espace était utilisé pour l'agriculture. Chaque famille dispose de terres et d'au moins une ou deux vaches, quelques porcs et moutons et de la volaille. On est sur une structure sociale assez hiérarchisée. Tout le monde a à peu près des lopins de terre équivalents, parce que c'est une société qui est très peu intégrée dans les circuits commerciaux, donc c'est vraiment très égalitaire. Il y a quand même la pomme de terre primeur, dont Mooréa est assez fière, qui a été exportée pendant à peu près 70 ans et qui a enrichi l'île. Et il y a quelques facteurs de déstabilisation de cette économie vivrière qui arrivent en fait à partir du début du XXe siècle. Donc déjà, les gens commencent à mettre des limites à leur parcelle alors que c'était partagé, c'était mis en commun. Là, on voit des choux, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, des choux fourragés là, qui délimitent une parcelle près de Saint-Michel. Et puis il y a beaucoup de conflits autour des terrains, et puis en fait il y a aussi des voyageurs qui arrivent à qui on commence à vendre ces terrains, donc la valeur des terres commence à changer, de nourricière à passe à valeur financière. Et puis en parallèle, il y a aussi l'effondrement de l'économie maritime. Donc à Paimpol, c'est beaucoup plus facile d'accéder à la mer qu'ici, en tout cas quand il y a des moteurs. Donc finalement, il y a une mise en concurrence entre les pêcheurs d'ici et les pêcheurs du continent. Et petit à petit, le port est réaffecté à de nouveaux usages, en particulier le transport des voyageurs qui devient quotidien à partir de 1907. Ici, il y a l'instauration d'un tourisme militaire et résidentiel, parce que beaucoup d'artistes aussi, d'intellectuels de Paris et de Bretagne valorisent cette île. Et petit à petit aussi, il y a un recrutement des résidents permanents pour cette économie de service, en fait, des personnes qui viennent temporairement sur l'île. Donc, comme me disait une personne que j'ai rencontrée sur l'île, c'était beaucoup plus facile d'être payé à faire le ménage chez quelqu'un et à entretenir son jardin que de crocher dans la terre et gagner beaucoup moins d'argent. Donc, pour avoir un repère aussi supplémentaire, donc il y a là une évolution de la population au fil du temps. Ici, en 1800, on a à peu près 1500 personnes, on a un typique à 2000 personnes à peu près. Donc, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est qu'en fait, il y a le début de la pomme de terre, il y a un peu la famine sur le continent, donc il y a plein de gens qui viennent se nourrir à Bréa, c'est plus facile. Et après, donc, il y a un déclin progressif
En 1900, on est à peu près à 1000 personnes. Et puis en 1950, il y a vraiment une perte en fait, de la population parce que les gens finissent par vendre leur terrain et quitter l'île pour aller sur le continent. Donc il y a un gros changement en fait, de l'organisation sociale de l'île. Et là où tout le monde avait en fait, son petit lopin de terre, tout à coup, la ruralité s'effondre. En fait, on n'a pas exactement de traces, et on voit que c'est extrêmement rapide en fait, en quelques années. Par exemple, dans les estimations qui sont faites, en 1955, il y aurait 25 exploitations, et 5 ans plus tard, il n'y en a plus que 5 ou 6. C'est extrêmement rapide. Et il y a quelques agriculteurs qui ont essayé de s'insérer dans la modernisation agricole qui s'instaure en fait, sur le continent, surtout en Bretagne. Donc il y a eu une laiterie, il y a eu des tentatives d'exportation de viande, il y a eu de l'exportation de fleurs, il y a eu plusieurs tentatives comme ça, des taurillons. Et en fait, rien ne fonctionne parce qu'il y a des surcoûts liés au fait d'être sur une île. Et que partout ailleurs, en fait, ils sont beaucoup plus concurrentiels parce qu'il y a des machines, enfin, c'est beaucoup plus facile. La vente de terrain qui était liée à l'agriculture se fait vraiment de plus en plus à des résidences secondaires. Et là, on voit ici, donc, l'île a fait 305 hectares, c'est ça. Donc, suivant les estimations, on est quasiment à 300 ou à 400 qui sont dédiés à l'activité agricole, donc en 1840 et en 1925. Et puis, on descend à un peu moins de 100 dans les années 80, et aujourd'hui, on est à 30. Donc, un dixième de l'île, alors qu'avant, c'était quasiment 100%. Donc, il y a vraiment une chute drastique de l'allocation des terres à l'agriculture. Et en même temps, on voit une artificialisation aussi, parce qu'il y a de plus en plus de construction. Ceux qui avaient une activité agricole, en fait, se réorientent beaucoup vers l'économie de service. Donc, l'entretien des jardins, le ménage, il y a aussi aménager l'espace. Et en fait, les agriculteurs qui ont le matériel pour le faire vont facilement en fait, se diriger dans cette voie-là. Et il y a aussi souvent une sortie du monde agricole qui est liée aussi à la scolarisation massive. Donc on arrive à une marginalisation spatiale, sociale et symbolique de l'agriculture. Et là, un témoignage que je trouve savoureux. Donc, en 1970, il y a le conseil municipal qui démissionne en raison de la mise en circulation du 8e tracteur agricole dans les Pays de la Marne troublerait la quiétude de la population estivale, attirée précisément par le charme et surtout le calme de l'archipel. Donc, on voit que les agriculteurs ne sont plus bienvenus en fait sur l'île. Et donc, on voit que l'agriculture est vraiment marginalisée et manque même de disparaître. Cependant, quelques néo-insulaires ou néo-ruraux viennent s'installer et dans un contexte d'accès au foncier qui est très complexe et précarisant et qui propose de nouvelles formes d'agriculture. Donc là, j'ai mis une photo de la pépinière qui tire parti en fait, de ce tourisme. Il y a aussi François Offon qui a fait l'agriculture biologique il y a bien longtemps et en même temps perdure aussi une agriculture polyculture élevage un peu plus traditionnelle avec les singes. Alors, à partir de la fin des années 2000-2010, il y a une redensification de l'activité agricole et malgré tout, il n'y a pas d'augmentation du foncier. Donc ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire que finalement, ça reprend du sens d'être agriculteur à Bréa, on a un intérêt malgré la précarité foncière. Alors, là j'ai fait un petit schéma, je vais peut-être vous perdre, je m'en excuse d'avance. Et c'est bon, on va faire quelque chose avec ça. Donc, ici, on a trois schémas qui sont de 2009, 2014, 2019, et chaque groupe, c'est une personne qui est en lien avec l'agriculture. Et donc ici, c'est ceux qui ont accès au foncier. On voit que leur nombre n'augmente pas s'il y a une personne en plus qui a accès au foncier. Et autour, c'est tous les gens qui gravitent et qui ont une activité, qui développent une activité souvent en proximité avec ceux qui ont accès au foncier.
Donc il y a de la production de miel sans foncier, il y a des gens qui collectent des plantes sur les marges, il y a des boulangers qui transforment la farine en pain, et on voit qu'il y a voilà, tout un salariat autour et toute une densification comme ça. Et là, en noir, c'est ceux qui ne font que de l'agriculture, et les autres sont polyactifs. Donc on voit qu'il y a toute une nébuleuse là autour de l'agriculture qui se redensifie, donc ça dit quelque chose quand même qui est très intéressant. Ça veut dire aussi que on les accepte, enfin, on achète aussi ces produits-là, et donc c'est possible de s'installer, malgré tout, il n'y a pas plus de foncier. Donc cette densification s'appuie sur des produits labellisés, par exemple bio, sur des produits transformés, parce que ça permet de valoriser en fait le travail et de mieux gagner sa vie, sur la vente directe, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et sur la polyactivité. Donc ceux qui ne peuvent pas passer par toutes ces modalités de valorisation du produit doivent rester en polyactivité. Donc on voit que c'est une agriculture qui tire essentiellement sa subsistance de l'économie touristique et qui est complètement inféodée au tourisme aujourd'hui. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, quand on a fait ces études, c'est qu'on a vu que des années 50 aux années 2010, quand on pose des questions aux gens sur l'agriculture, personne ne sait trop quoi dire en fait. Il y a eu une espèce de silence, de chape de plomb, d'oubli, on ne sait pas trop quoi. Enfin, l'agriculture est passée au second plan. Et depuis les années 2000, elle est remise en débat. On en reparle. Ce soir, c'est la preuve en fait de ça. Et depuis 2017, il y a des réunions publiques dans le cadre de PLU. Il y a aussi la question de comment accueillir dans un logement des agriculteurs qui viennent s'installer, qui créent des débats, des solidarités, des marchés associatifs. Et donc on voit que l'agriculture, c'est aussi la vie à l'année, le maintien de l'école, le maintien des paysages, un enrichissement de l'offre touristique, et aussi l'alimentation. Donc tout ça, on voit que là, il y a de nouvelles alliances autour du foncier, de nouvelles proximités entre activités agricoles et autres activités économiques et sociales sur l'île. Et en fait, je n'ai pas prévu de conclusion parce que peut-être que c'est cette soirée-là qui est la conclusion. Nous, on est arrivé à la fin, on a fini l'analyse de toutes ces données-là en janvier 2020. Et notre conclusion qu'on avait écrite, en fait, c'est s'il y a une crise, soit l'agriculture s'effondre, soit elle remonte, parce que comme elle est très dépendante du tourisme, peut-être que l'agriculture ne tiendra pas le choc. Ou alors, justement, les gens vont se rendre compte du poids de l'alimentation dans la vie, etc. Donc, en fait, on était un peu dans cette expectative. Et aujourd'hui, on vit une crise et on se pose effectivement des questions sur la place de l'alimentation. Et du coup, on ne sait plus quelle passer aux autres. Merci Sandrine, très intéressant. Et je crois que pour essayer de définir vers où on veut aller, il est toujours très important de savoir d'où on vient. Et je pense que cette petite présentation vous remet un peu les choses en place pour préparer l'avenir. Donc le point suivant, c'est d'essayer de répondre à la question quel intérêt aurait d'avoir un PAT? Alors il y a un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Un point qui est très important dans la présentation de Sandrine, c'est que aux environs des années 2010, l'agriculture a failli disparaître de l'île. Point très important. Et le deuxième point, vous avez vu que la courbe démographique est descendue d'une manière très très importante depuis toujours. Donc quel est l'intérêt pour Bréa d'avoir un PAT? Justement, d'autres études conduites par Fertile ont montré qu'il existe un potentiel de développement agricole important à Bréa. Et il y a un diagnostic foncier établi en 2017 qui met en évidence un potentiel d'une trentaine d'hectares susceptibles d'être pâturés ou cultivés
Et cette étude mettait aussi en évidence un potentiel pour un certain nombre d'équivalents temps plein en termes d'emploi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'objectif de l'équipe municipale actuelle, le premier objectif qu'on s'était fixé au moment de la campagne et qu'on a toujours, c'est d'inverser la courbe de la démographie qui est, vous l'avez vu, une courbe descendante. Et pour nous, il est clair que Bréa doit vivre toute l'année. Et pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, il faut ouvrir notre île à nouveaux acteurs susceptibles d'apporter leur contribution, et ça a été dit déjà, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. Et on pense justement que les nouveaux exploitants, ce sont de nouvelles familles, ce sont éventuellement des enfants à l'école, ça permet de maintenir les services publics que l'on a actuellement sur l'île. Donc pour moi, le premier intérêt du PAT, c'est, comme c'est dans la définition, de faciliter l'installation de quelques familles agricoles qui renforceront le nombre des permanents et qui travailleront sur l'île. Deuxième intérêt du PAT, ça a été également un petit peu mentionné, c'est de développer les terres agricoles et en fait, ça diminuera l'enfrichement. Et l'enfrichement, dans certaines parties de l'île, il y a une situation d'urgence, et par exemple autour de la Tourelle Blanche, où il y a des plantes invasives, et la plus fréquente, c'est l'herbe de la pampa, qui constituent des massifs de plus en plus nombreux et de plus en plus denses, et qui vont être de plus en plus difficiles à éradiquer. Et il faudra sans doute un effort commun entre la commune et des exploitants pour justement éradiquer ces zones, parce que ces zones étaient avant des terres cultivables. Donc le deuxième objectif, au travers de l'arrêt de l'enfrichement, c'est de dégager des nouvelles terres agricoles. Le troisième intérêt du PAT, c'est de mettre en valeur le paysage, ça a été également dit, et je pense que dans des territoires comme le nôtre, le rôle des agriculteurs pour le maintien et la mise en valeur des paysages est absolument reconnu. Et donc, ce qu'on cherche bien évidemment à Bréa, ce serait une agriculture équilibrée entre maraîchage et élevage pour que les deux participent à la mise en valeur des paysages à travers un certain nombre d'actions telles que l'entretien des chemins, des bordures de chemin, la suppression des massifs de ronciers, pour permettre la réapparition soit de terres cultivables, soit de terres pâturables. Le quatrième intérêt du PAT, c'est de permettre de mieux gérer la biodiversité. Et la biodiversité, vous le savez tous, c'est un thème qui prend de plus en plus d'importance actuellement. Et donc, au travers du défrichement et de la culture d'un éventail plus large de production maraîchère, on peut envisager une diversification de l'élevage vers des petites unités, par exemple de vin ou de volaille. On va parler bientôt du traitement et de l'utilisation des déchets verts. On va parler de la protection des zones humides. Et tout ça, permettra de travailler sur le maintien de cette biodiversité qui est tellement importante. Et dans ce cadre, on est persuadé que les agriculteurs peuvent nous aider énormément à atteindre des objectifs qui sont aujourd'hui difficiles. Et le cinquième intérêt du PAT, c'est, comme c'est dans la définition, de développer la consommation de produits sains et locaux. Alors, pour être bien clair, on ne va pas se faire d'illusions. L'agriculture bréatine, même en la développant, et c'est notre objectif, ne pourra pas nourrir toute la population toute l'année. La saisonnalité des productions et la multiplication des habitants durant les périodes de vacances continueront à imposer le recours à des producteurs extérieurs. Mais la production agricole locale peut être substantiellement augmentée et diversifiée. Et c'est notre objectif. Elle peut couvrir une part plus importante des besoins, et ça dans le cadre
d'un circuit court qui serait absolument exemplaire. Et vous l'avez sûrement entendu partout, les circuits courts, c'est également un objectif actuellement que tout le monde poursuit. Et en termes de ressources locales, le PAT va nous permettre de remettre à l'ordre du jour des ressources issues de la mer qui, dans l'environnement préatteint, ne sont manifestement pas assez exploitées aujourd'hui. Voilà. Je pourrais continuer avec un certain nombre d'autres points positifs, mais je voudrais juste en citer un dernier. Pour moi, c'est un projet qui sera fédérateur parce qu'il sera développé dans l'intérêt de tous, sous réserve qu'on le fasse bien, qu'on fasse bien comprendre ce que l'on veut faire. Et je lance déjà un appel à toutes les bonnes volontés qui s'intéressent à un aspect ou à un autre de ce PAT seront les bienvenus. On cherchera en permanence à trouver un consensus et on ne développera pas des solutions qui verraient une résistance notable d'une partie de la population. Voilà, pour terminer, j'aimerais que le PAT soit un projet où les gens se disent qu'est-ce que je peux faire dans le cadre du PAT pour Bréa, plutôt que de se dire comme assez souvent qu'est-ce que Bréa doit faire de bien pour moi, sans considération pour les autres. Voilà, donc je rappelle les 5 objectifs, c'est ramener un petit peu de population sur l'île, augmenter les terres agricoles en diminuant l'enfrichement, travailler sur le paysager, travailler sur la biodiversité et évidemment développer des produits locaux. Pour illustrer ça un petit peu plus, on va vous présenter 5 exemples concrets d'actions qui seront développées dans le cadre du PAT. Et j'appelle pour commencer Michel. Voilà. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Bon, vous vous souvenez que l'an dernier, à peu près à la même époque, enfin, c'était au mois de juillet, sur la place du bourg, au moment du marché, il y avait un jeune homme, un charmant garçon, Joao Tavares, qui faisait un sondage sur les habitudes alimentaires. Et donc, il proposait à tous ceux qui voulaient bien répondre à ce sondage, indépendamment du fait que, au-delà de sa présence sur le marché, il y avait aussi sur Facebook, il avait lancé, etc., etc. Alors, il y a eu au total 108 répondants à cette enquête, ce qui est à la fois peu et cependant assez significatif, c'est pas mal. Alors, avant de regarder ce qui nous intéresse dans les résultats pour la soirée d'aujourd'hui, d'abord savoir qui a répondu. D'abord des femmes, à peu près 2/3 des répondants sont des femmes. Ensuite, plutôt des gens dans la force de l'âge, on va dire, puisque 52% des répondants ont entre 25 et 59 ans. Et qu'il y a seulement 30% de gens de plus de 60 ans qui ont répondu à ce sondage. Ce sont aussi principalement des actifs, enfin, je devrais dire des actives, puisque je vous l'ai dit, c'est principalement des femmes. 3/4 des répondants sont des actifs et il y a à peu près 18-20% de retraités. Sur les catégories socio-professionnelles, c'est important de le savoir, il y a 50% de cadres, 8,5% d'employés, 3% d'agriculteurs et 2% d'ouvriers. Alors, ce n'est pas représentatif de la population française, mais vous ne serez pas surpris, sachant que la population, l'été, en juillet-août en particulier, de Bréa n'est pas tout à fait non plus représentative de la population française. Alors, un point important, évidemment, donc, dans ces répondants, 17, ce qui fait à peu près 16%, étaient des résidents à l'année
ce qui est sur 17 répondants, pour 350 habitants permanents. C'est à la fois peu, mais ça commence déjà à être intéressant. Et 4 seulement étaient des touristes à la journée, qui ont vu un sondage de la lumière, ils se sont dit pourquoi pas rentrer, puisque on peut faire quelque chose. Donc ça veut dire que la grande majorité des répondants à ce questionnaire étaient des bréatins occasionnels. Alors il y avait 3 catégories à l'année, pour les vacances scolaires, pour l'été, et puis de façon occasionnelle. Je regroupe tout ça et ça fait 87 répondants, c'est-à-dire la grande majorité. Alors dans ce sondage, il y avait une question qui était: y a-t-il des produits qui pourraient être produits sur l'île et que vous ne trouvez pas? Alors, c'est intéressant de voir le hit-parade de réponses à cette question. Les fromages sont cités 59 fois, sachant que, évidemment, les répondants pouvaient donner plusieurs réponses. Hein, donc, c'est pas étonnant que le total fasse plus que 108. Je vous rassure tout de suite, c'est pas une erreur de décompte. Fromage cité 59 fois, les œufs cités 56 fois, les volailles cités 52 fois et les produits de la mer cités 40 fois. Bon, évidemment, après, on peut trouver beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est vraiment le hit parade, si j'ose dire, des produits que les gens aimeraient trouver à Bréa. Alors, sur les fromages, il y a déjà, depuis lors, des choses qui commencent à se concrétiser. Alors, pour l'instant, surtout de fromage blanc, mais on peut imaginer aussi qu'il y a encore de la place aussi pour d'autres types de fromages. Sur les volailles, M. le maire a évoqué tout à l'heure l'existence de dispositifs aujourd'hui, parce qu'il est évidemment hors de question d'installer un poulailler de 1000-2000 poules pondeuses. Hein, ce n'est pas du tout l'objectif de la manœuvre, mais il existe aujourd'hui un certain nombre de dispositifs à taille beaucoup plus raisonnable qui, en permettant à quelqu'un de vivre décemment, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit Sandrine ou Marianne, qui permettent d'avoir des élevages de poules et de vivre correctement de ces productions. Ça suppose là aussi quand même un outillage un peu particulier, puisqu'il faut transporter les bestioles de place en place pour éviter le surpâturage, si je mets des guillemets évidemment. Et puis ça suppose aussi l'établissement d'une filière pour que les conditions d'abattage soient correctes. Les produits de la mer, on en a parlé, on en reparlera tout à l'heure avec la Maison de la Mer. Je voulais signaler que parmi les obstacles qui ont été présentés, qui ont été énoncés par les répondants à l'occasion de ce sondage, il y avait toujours la problématique du prix des productions. Plus généralement, on voit que on devrait pouvoir, sur Bréa, produire plus, M. le maire l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est très loin d'être, et je ne parle évidemment pas de la réponse totale aux besoins de la période estivale, qui est vraiment très particulière, puisque en gros, la population varie presque de 1 à 10, donc c'est ça la question, c'est vraiment d'essayer de nourrir, on va dire, la population permanente, mais il faut encourager encore le développement du maraîchage, et puis on peut aussi développer la production de produits laitiers, je ne parle pas seulement du lait, mais de produits laitiers. Et donc là aussi, dans le cadre de ce projet alimentaire territorial, on peut faire, comme nos collègues, par exemple de Belle-Île ou d'autres îles l'ont fait, développer des initiatives pour répondre à ces besoins non satisfaits et pour poursuivre le développement de l'autosatisfaction des besoins des permanents de l'île.
Bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de la Maison de la Mer. Donc, dans le cadre de ce projet alimentaire territorial, comme un peu dit Michel, là, il nous apparaît important de valoriser le patrimoine alimentaire maritime, donc de soutenir la création de nouvelles activités professionnelles, que ce soit les huîtres, la pêche ou autres coquillages. Donc, nous avons, comme vous le savez sans doute, déjà 2 jeunes préatteints qui sont en cours de création au tout début de leur activité. Donc l'un dans l'ostréiculture, qui n'est pas très loin d'ici, et puis un autre dans la pêche. Et donc la commune souhaite évidemment faire tout son possible pour les aider et les soutenir dans leur domaine. En ce qui concerne donc la Maison de la Mer, nous pensons que pour ce projet alimentaire territorial, le bâtiment du Guareva, donc qui servait d'abri du carré de sauvetage jusqu'en 1992, pourrait être dédié donc à une maison de la mer, c'est-à-dire permettre donc une production locale de produits marins. Donc c'était une des demandes du sondage dont Michel vient de vous parler. Donc cette production pourrait aussi être mise en valeur avec une visibilité par le public pour permettre dans un but pédagogique de visualiser cette production et donc mettre en valeur les ressources maritimes que l'on peut trouver autour de l'île. Donc le pacte doit donc permettre de lancer une étude de faisabilité afin donc d'identifier l'activité adéquate à ce lieu, avec bien sûr la prise en compte de toutes les contraintes réglementaires et techniques liées au site et à son accès. Donc il faut savoir que le bâtiment donc, est propriété de la direction départementale des territoires et de la mer, qui n'a pas de budget pour l'entretenir, donc elle est prête à nous le céder sans doute pour un euro symbolique, mais par contre c'est à nous, la commune, d'y réaliser un projet viable et valorisant pour Bréa. Bonjour, je vais vous parler moi de la problématique du foncier agricole à Bréa. En 2 parties, grosso modo, vous rappelez quels sont les éléments de la problématique et puis en deuxième partie, quels sont les éléments de réflexion ou les pistes que nous avons à l'heure actuelle. La problématique du foncier à Bréa se résume à 2 points. 1. Il y a des propriétaires qui disposent de terrains qui sont susceptibles d'être exploités par des exploitants agricoles qui, eux, ont besoin de terrain et qui n'en ont pas assez. Ça, c'est le premier point. Et cette situation, elle a plusieurs conséquences. La première, c'est que les agriculteurs, notamment maraîchers, ont du mal à répondre à la demande parce qu'ils n'ont pas assez de terrain, donc ils ne peuvent pas suffisamment produire. Deuxième conséquence, les pâturages potentiels ne sont pas utilisés. D'où des difficultés à diversifier les productions, à diversifier l'élevage, évidemment, et à diversifier tout ce qui est maraîchage. De ce fait, conséquence, l'implantation de nouveaux exploitants, de nouvelles exploitations est difficile. Et puis on a eu l'occasion de l'aborder, mais c'est de plus en plus criant, les terrains non exploités s'enfrichent et la qualité des paysages et la qualité de la biodiversité s'en ressentent. Ça, c'est pas un mot, il suffit d'aller se balader dans certaines parties de l'île, à commencer par la Tourelle Blanche, pour s'en rendre compte des visu. Et puis, en conséquence, les plantes invasives se développent, et puis une certaine faune aussi, qui n'est pas forcément ce qui est mieux pour l'île. Ça, c'est la situation en ce qui concerne, je dirais, le foncier. Il y a un deuxième élément, toujours dans le foncier, qui est que le PLU classe la plupart des terrains de l'île Nord en zone remarquable. Ça veut dire qu'on peut toucher pratiquement à rien. Donc d'un côté, il y a besoin de développer une production agricole, et on nous donne une subvention pour nous aider à le faire. Et de l'autre côté, il y a une réglementation qui est extrêmement restrictive et qui nous empêche pratiquement de le faire dans les conditions dont nous aurions besoin. À l'heure actuelle, dans le Nord, la construction de nouveaux bâtiments susceptibles d'accueillir et l'implantation de nouvelles activités agricoles est quasiment impossible. La construction de serres est tolérée, ou l'existence de serres est tolérée, mais pas leur construction de nouvelles serres, bien que non autorisée,
C'est-à-dire que c'est formellement interdit et que les gens qui ont des serres sur l'île aujourd'hui, ils les ont ils sont dans une situation qui est très aléatoire et qui peut changer du jour au lendemain. Et puis la diversification de l'élevage, de ce fait, puisque le foncier est très difficile à obtenir quand tout est bloqué, on ne peut pas diversifier l'élevage ou diversifier la production agricole comme ce serait souhaitable pour avoir à la fois une production équilibrée en matière de maraîchage et une autre en matière d'élevage. Alors c'est pas simple, et il y a des solutions qui sont plus faciles que d'autres, et puis il y en a d'autres qui vont demander, je dirais, des moyens et beaucoup d'intervention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation? La première chose qu'on a commencé à faire, on l'a fait dans le cadre du comité agricole qui avait été mis en place par François à l'époque, c'est de mettre en relation les propriétaires de terrain avec les agriculteurs. Bon, on vient en vacances ici pour une grande partie des estivants et on côtoie des agriculteurs qu'on ne connaissait pas nécessairement. Un certain nombre de gens ont des terrains depuis très très longtemps qui se résultent d'achats familiaux dans la durée. Ils ne s'en servent pas. Ils sont enfrichés pour la plus grande partie d'entre eux. Et quand on leur pose la question de savoir s'ils seraient intéressés ou d'accord pour les proposer aux agriculteurs, moi j'ai été assez surpris de voir qu'ils étaient plutôt positifs dessus. Et donc j'en ai rencontré un certain nombre, et à l'heure actuelle nous avons un peu plus d'une douzaine de commodas qui ont été signés. Un commoda, c'est un prêt à usage, c'est-à-dire que dans le cadre d'un document formalisé, un propriétaire met à la disposition d'un agriculteur des terrains dans des conditions d'exploitation, de durée, qui sont balisées. Intérêt pour le propriétaire, il peut prêter son terrain et le récupérer quand il le souhaite. Intérêt pour l'agriculteur, les conditions dans lesquelles il travaille sont formalisées. Et pour ceux qui se posent la question de dire, mais oui, mais tout ça c'est un peu aléatoire, si on n'a pas prévu une durée, le propriétaire peut reprendre son terrain moyennant un préavis de 6 mois. Je vous répondrai que la plupart des propriétaires font preuve d'une très grande inertie sur le terrain, à propos des terrains qu'ils possèdent. Les seules conditions, les seuls moments où ça pose des problèmes, c'est la plupart du temps dans les cas de succession. Et dans les cas de succession, les héritiers ont plutôt tendance à vendre. Et à ce moment-là, on aura d'autres solutions pour récupérer le terrain. Donc le premier point, c'est faire rencontrer les agriculteurs avec les gens qui ont des terrains sur l'île. Et ça, on va le poursuivre en utilisant à la fois les relations qu'on a et puis peut-être en mettant en place systématiquement des visites auprès de certains d'entre eux. Pour terminer là-dessus, les possesseurs de terrain sont ou des estivants, ou des bréatins, ou des gens qui ont vécu à Bréa et qui habitent sur le continent. C'est extrêmement diversifié. Deuxième piste de travail, c'est de valoriser les terrains communaux. La commune possède un certain nombre de terrains et on est en train de répertorier ceux qui pourraient être susceptibles d'être proposés à des agriculteurs. On peut ajouter à ce côté un truc qui est un petit peu anecdotique, mais qui est quand même très symbolique, qui est l'éco-pâturage sur les tertres communaux, c'est-à-dire que les tertres communaux, la surface des tertres communaux est mise à la disposition des gens qui font de l'élevage, et plutôt que de passer la tondeuse à gazon, on fait passer un animal. Les deux sont profitables. Ensuite, une autre piste d'investigation, c'est de mettre en place une politique municipale d'achat de terres agricoles qui serait ensuite louées aux agriculteurs, notamment dans le cadre soit de commodas, soit même de baux ruraux. Mais la terre, à ce moment-là, appartiendrait à la municipalité qui la mettrait à la disposition des agriculteurs. Ça, c'est pas anecdotique du tout, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui sont désireux de voir les terres qu'ils possèdent mises à la disposition des agriculteurs. On a un dossier en ce moment qui porte sur un grand nombre de parcelles, et il y a récemment une personne qui possède pas mal de terrains agricoles à Bréa, qui les a vendus à un agriculteur. Donc là-dessus, il y a un potentiel qu'il va falloir développer, qu'il va falloir suivre, et c'est la raison pour laquelle la municipalité mettra en place une cellule de suivi des transactions sur les terrains à Bréa.
c'est-à-dire une veille purement et simplement. Alors tout ça c'est bien pour récupérer les terrains, mais ce n'est pas suffisant pour récupérer des exploitations. Pour récupérer les exploitations, il faut se poser la question du PLU. Bon, dans le cadre actuel, on ne peut rien construire et rien faire dans l'île Nord, là où se situe le plus grand potentiel de terre agricole. Pour pouvoir faire quelque chose, il faudrait qu'on obtienne l'autorisation ou au moins la possibilité de construire un minimum de bâtiments nécessaires à des exploitations. Ça n'a pas besoin d'être des bâtiments très importants, hein, mais ce sont des bâtiments qui doivent être suffisants pour accueillir des poulets ou des volailles en petite quantité, hein, des petites unités de production. Il n'est pas question d'envisager des grosses unités de production, mais des petites unités de quelques dizaines, peut-être une cinquantaine de bestioles. C'est quelque chose de parfaitement envisageable, ça n'a pas de nuisance et c'est pas très difficile à mettre en œuvre. Ça, on peut l'envisager à condition qu'on ne se soit pas trop éloigné de l'habitation des personnes qui les possèdent. Et donc il faut qu'on ait des agriculteurs qui puissent habiter à proximité. Hein, et c'est encore plus vrai pour l'élevage de moutons, par exemple, où le berger ou le propriétaire d'un troupeau ne peut pas habiter très loin. Donc avoir des moutons à Bréa, il y en avait pas mal avant. Moi, quand j'étais gamin, tout le Nord était pratiquement colonisé par les moutons, mais les gens habitaient à côté. Aujourd'hui, tel que c'est organisé, c'est plus possible. Ça, c'est le point principal. C'est-à-dire que tout est quasiment bloqué en termes de développement, je dirais, d'unités d'habitation ou d'abri des animaux. Alors la solution, c'est quoi dans ce contexte-là? C'est d'arriver à obtenir une modification de la loi telle qu'elle existe. Autrement dit, ça ne sert plus à rien d'aller voir le préfet, puisque le préfet, lui, il est là pour pour que la loi soit respectée. Il faut donc aller ailleurs, il faut probablement organiser quelque chose à un niveau politique plus élevé, c'est-à-dire députés, sénateurs, etc. Bréa tout seul ne réussira pas à faire quoi que ce soit. On a déjà essayé, je me suis avec M. Met, à l'époque, rendu un certain nombre d'entretiens, et on est très bien accueillis, très gentiment, puis ensuite on appelle les juristes de service pour nous expliquer pourquoi tout ce qui est si intéressant qu'on a proposé n'est pas gérable, ou plus exactement pas autorisé. Il ne faut pas rester seul, et je crois que les exposés qui l'ont montré avant sont éloquents sur ce sujet-là. Il ne faut pas rester seul dans l'action qui est menée. C'est pour ça qu'il y a un travail qui est en cours pour organiser une démarche commune avec les autres îles du pôle Nord, dont certaines sont confrontées aux mêmes problématiques que nous. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a d'abord l'association des îles du pôle Nord. L'association des îles du pôle Nord, c'est une association qui a été créée en 1971 et qui réunit des élus, des responsables socio-professionnels des îles du pôle Nord. C'est une association également qui est un des interlocuteurs de Bruxelles, notamment pour l'obtention de fonds européens. Cette association a d'ailleurs été créée par un Breton qui habitait Saint-Malo et qui a mis en place les premières subventions en faveur de ces îles. Là, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Le deuxième niveau auquel on peut travailler, c'est le RAIA. Je ne vais pas revenir dessus, on vous l'a exposé. Mais il faut utiliser ces canaux pour essayer d'intervenir auprès des élus, puis des députés, sénateurs, c'est-à-dire des gens qui font la loi, pas les gens qui la font observer. Ça m'amène au troisième élément, qui est le groupe de travail sillage. Alors le groupe de travail sillage, c'est un groupe de travail qui regroupe des députés, des sénateurs, des maires, des Côtes-d'Armor, du Morbihan, du Finistère et de la Charente-Maritime, autrement dit des rivages qui côtoient les îles concernées. Petit à petit, grâce à l'intervention d'un certain nombre de gens, à la fois du RAIA, à la fois de l'Association des îles du pôle Nord, s'est constitué une sorte de groupe qu'on peut qualifier un peu lobbyiste auprès du Parlement. Il faut qu'on arrive à travailler avec ces gens-là pour obtenir les exemptions qui sont liées aux particularités de fonctionnement que sont les îles comme les nôtres.
Et là, je crois qu'il y a un travail politique important à faire si on veut arriver à diversifier l'agriculture sur Bréa. Dans l'état actuel de la situation, les seules choses qu'on puisse faire, c'est de développer les surfaces agricoles, mais on ne développera pas l'élevage. Et les surfaces agricoles ne pourront pas se développer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avoir des serres là où on en a besoin, dans des conditions bien définies, qui permettent d'avoir une production agricole qui arrive sur le marché au moment des vacances. Sans serre, la production, elle arrive après les vacances. C'est-à-dire que la moitié de la production n'est pas intéressante pour Bréa. Voilà. Qu'on peut dire en quelques mots. Si on résume, il y a des gens de bonne volonté chez les propriétaires qui sont prêts à prêter leur terrain et ça, il faut les solliciter, il faut y aller. Mais il y a un très gros travail de type politique à faire si on veut améliorer la situation. Merci. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Patrick, on travaille très bien avec les îles du Ponant et pour votre information, actuellement il y a une loi qui est en discussion, qui est la loi 4D, sur lequel se fait, sur d'autres sujets, mais qui intéressent énormément les îles, exactement le travail que Patrick vient de décrire pour les terres agricoles dont on aurait besoin. Et cette action politique se fait au travers des gens qui, dans la loi 4D par exemple, actuellement proposent des amendements. Et il y a tout un groupe, effectivement, autour de l'association des îles du Ponant qui pousse un certain nombre d'amendements. Et le point positif, c'est que nous sommes interrogés en tant que maire des différentes îles pour dire si on pense que tel amendement concernant les résidences principales ou tel autre amendement concernant les taxes de séjour paraissent intéressantes. Donc ce travail politique a commencé et je suis entièrement d'accord que c'est au travers de ce travail qu'on arrive à faire quelque chose. Pour votre information, il y a eu un travail aussi politique important fait principalement avec les sénateurs sur la loi climat résilience qui a donné un certain nombre de résultats qui vont bientôt être transcrits dans le code de l'environnement et qui vont intéresser les îles. Donc oui, il faut qu'on change de braquet, je dirais, en ce qui concerne le support politique dont on a besoin pour pouvoir avancer. Et dans la loi 4D, il y a différenciation, et justement, le principe, c'est de dire les îles sont des espaces différents, et il faut tenir compte de ça dans la loi pour permettre aux îles de continuer à vivre normalement. Un autre petit point pour vous donner des ordres de grandeur. On veut sécuriser plus de terres agricoles. De quoi on parle? Ça a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a entre 30 et 32 hectares de terres agricoles exploitées sur l'île. Le potentiel qui avait été identifié en 2017, c'est une trentaine d'hectares. Donc on arriverait, si on récupérait tout le potentiel à 60 et quelques. Notre objectif pendant ce mandat, c'est de sécuriser 50 hectares. D'une manière ou d'une autre. Effectivement, on va, et d'ailleurs on l'a déjà fait dans le DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire, mettre des budgets pour acheter les terres agricoles, pour que la commune achète les terres agricoles qui seraient mis en vente, bien évidemment, à des niveaux de prix que l'on peut justifier des autorités. En tant que commune, on ne peut pas acheter des terres à n'importe quel prix, mais sous réserve qu'on arrive à négocier un prix je dirais raisonnable et justifié, on a bien l'intention de renforcer, je dirais, le portefeuille de terres agricoles de la commune pour le mettre à disposition ensuite des agriculteurs ou des éleveurs. Voilà, je passe maintenant la parole à Marion, qui va nous parler de tous les aspects pédagogiques. Alors, donc je vais vous parler d'aspects beaucoup plus modestes et moins politiques que tout ce qu'on a vu là jusque-là, mais néanmoins fondamentaux
et d'ailleurs qui se retrouve dans à peu près tous les PAT. Donc c'est le volet social, pédagogique, éducation à la santé, à l'alimentation saine. L'idée, j'arrive pas à lire mes notes, l'idée c'est de proposer des outils et des ressources pour que chacun puisse se réapproprier son alimentation à son rythme et à sa mesure. Donc avec plusieurs objectifs, un qui serait améliorer la résilience alimentaire de l'île. Donc là, on parle au-delà de la production agricole, c'est que chacun soit capable de connaître comment se nourrir, comment cultiver ses plantes dans son jardin, par exemple, s'il le souhaite, évidemment. Comment se nourrir avec des algues ou des plantes sauvages, ou la pêche à pied, ou la chasse. Une autre idée, c'est de développer le lien social, parce que toutes ces animations sont souvent des ateliers participatifs qui permettent de se rencontrer. Un autre point, c'est une dimension de santé, manger des produits qu'on a jardinés soi-même ou des plantes sauvages pour contribuer à une alimentation plus saine. Et enfin, dans une moindre mesure, mais j'y tiens beaucoup, c'est contribuer à la réduction des déchets, donc à la fois par réapprendre ou développer une alimentation à partir de denrées brutes qui ont besoin de moins d'emballage, et à la fois utiliser, valoriser les biodéchets, les déchets verts en circuit court dans son propre jardin ou dans un îlot entre voisins. Donc c'est toutes des choses assez modestes mais importantes. Donc beaucoup d'initiatives existent déjà ou ont déjà été réalisées dans les années précédentes. Donc, je vais juste en citer quelques-unes. Les balades botaniques autour des plantes comestibles notamment, des ateliers animation, jardinage naturel, visites de jardin, des visites de ferme. Il y a eu des ateliers pain, des ateliers jus de pomme avec les enfants de l'école aussi. Ça fait longtemps que ça ne s'est pas fait, mais ça a eu lieu et ça avait bien plu. Donc toutes ces activités, l'idée serait de leur redonner un peu plus d'ampleur, mieux les coordonner, leur donner une plus grande visibilité. Donc ça, c'est qu'est-ce que peut apporter le PAT dans tout ça. On dit ces activités existent déjà, qu'est-ce qu'on apportera de plus? C'est plus en termes de visibilité et de cohérence. Et après, on a d'autres idées pour des nouvelles actions. Donc, rédiger des fiches pédagogiques qui iraient en complément des ateliers à l'école, par exemple, sur les algues, sur les plantes, sur le jardinage, pour avoir un support qui serve soit pour l'école, soit un support qui serait adapté aussi au public adulte qu'on a dans les balades botaniques. Une autre idée, qu'on a eu cet hiver en travaillant sur le dossier, c'est la plantation d'arbres fruitiers sur certains terrains communaux qui s'y prêteraient. Alors la plantation pourrait être réalisée avec les enfants de l'école. Ensuite, les arbres pourraient faire l'objet d'autres animations. Je sais qu'il y a des personnes intéressées par des cours de greffage, par exemple, pour préserver les vieilles variétés de bréa, ou ensuite récolter les pommes pour participer au jus de pomme ou des choses comme ça. Et ces arbres seraient accessibles à tous, donc pour améliorer l'aspect résilience de l'île. La résilience, c'est en cas de crise, qu'est-ce qui se passe, comment le territoire est capable de se réadapter, de s'en sortir. Donc c'est intéressant d'avoir une production de nourriture dans ces cas-là. Je vais donner un dernier petit exemple. Ça serait des concours de recettes de cuisine. Ça se fait à pas mal d'endroits, c'est super, c'est très populaire, c'est très sympa d'y participer. Et puis ça permet un peu d'émulation autour de l'utilisation de produits locaux, par exemple.
Bon, je vais m'arrêter là pour les... Ah si, un autre exemple, c'est étoffer un peu les portes ouvertes quand il y a déjà des portes ouvertes de ferme, mais il ne se passe pas grand-chose à part la visite de ferme. Et ça serait tout à fait possible d'étoffer un peu, faire des animations en lien à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire mieux. Je pense que ça va pouvoir changer. Voilà. Donc, pour tout ça, on va s'appuyer sur les forces vives de Bréa, les savoir-faire existants, et sur des personnes extérieures en complément. Et donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous avez des propositions, des initiatives associatives ou individuelles, n'hésitez pas à nous contacter et à participer au PAT. Et voilà pour moi. Merci, bonsoir. Alors moi je ne vais pas aller trop dans le PAT, hein, c'est pas trop mon domaine. Hein, je vais juste faire une passerelle entre ce magnifique projet et l'activité touristique. Hein, je vous rappelle que l'activité touristique sur l'île de Bréa représente 70% de l'activité économique, donc c'est pas rien. Et donc en tant que vice-président de l'Office du tourisme et en charge aussi du tourisme à la mairie, on a réussi à faire que Bréa devienne donc un site d'exception naturelle et culturelle, et par le biais donc, de la région Bretagne, et ce qui va nous permettre pendant les 3 prochaines années d'essayer de mettre en place de la pédagogie, de l'information sur ce qu'on peut faire à Bréa et comment bien se comporter à Bréa, etc. Et ça peut être en corrélation aussi avec le patin. C'est-à-dire que pour cette année, nous avons déjà mis un chalet d'accueil touristique, des toilettes supplémentaires. On a essayé de faire qu'on puisse mieux accueillir les gens pour l'instant sur l'île de Bréa. Et l'objectif de l'année prochaine est d'essayer de refaire l'ensemble de la signalétique de l'île. Alors une signalétique directionnelle qui en ce moment est un petit peu obsolète, et aussi de faire une signalétique pédagogique pour l'ensemble des touristes qui viennent. Je rappelle qu'on a des journées à 3 000, 4 000, voire même des pics des fois à 5 000 visiteurs. Donc le but de ce projet n'est pas de faire venir plus de monde, mais c'est d'essayer de mieux les accueillir et surtout mieux les informer sur comment se comporter et comment bien vivre son séjour sur l'île quand on vient y passer une journée complète. Et ça passe aussi par de l'information. On s'est rendu compte qu'avec le tourisme de masse, en fait, les gens se comportent et consomment Bréa comme ils consomment n'importe quel autre site touristique, sauf que nous avons des spécificités qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette île, et comme sur les autres îles du Ponant. Et c'est pour ça que pour l'année prochaine, nous avons décidé de faire une signalétique directionnelle et aussi une signalétique pédagogique sur les sites touristiques, c'est-à-dire le Moulin du Carlot, par exemple, sur le phare du Pont, expliquer un petit peu l'histoire, la construction, etc., ce qui n'est pas le cas actuellement. Et de l'autre côté de ces panneaux, d'essayer de faire en corrélation avec le PAT et avec Fertile, etc., d'essayer d'expliquer aux gens comment on vit sur Bréa, la vie insulaire, mais aussi la vie agricole, et d'essayer de faire que les gens respectent cet espace. Dans l'île Nord, par exemple, comme tu disais Patrick, il y a quand même une forte activité agricole, et d'essayer de faire que les gens n'aillent pas perturber les animaux. Je crois que c'est arrivé malheureusement récemment, et ça arrive quasiment tous les jours. Donc ce genre de choses, on va essayer de mieux informer et d'expliquer aux gens qu'il y a une vie à l'année ici, qui n'est pas qu'une vie touristique. On ne vient pas qui passer une journée ou une semaine ou un mois, mais qu'il y a des gens qui vivent. Et on va essayer donc avec ce projet, le PAT d'un côté et de l'autre côté le site d'exception touristique naturelle et culturelle, de faire des passerelles entre les deux pour essayer de mieux informer et de mieux éduquer nos touristes. Je vous rappelle, le but principal de ça, c'est pas de faire venir plus de monde, mais c'est de mieux les accueillir et de mieux les informer et d'essayer aussi de les lister un petit peu plus sur l'année, c'est-à-dire plutôt que ça soit concentré sur 3 ou 4 mois, d'essayer d'offrir de nouvelles prestations pour faire venir les gens à des périodes de basse fréquentation touristique, ce qu'on appelle les aides de saison, mars, avril, septembre, octobre, pour essayer de faire venir des gens qui viendraient pour des choses un petit peu spécifiques. Alors ça peut être les grandes marées, mais ça peut être aussi des projets agricoles, et d'essayer de faire venir ces personnes-là à ces périodes-là. Voilà. C'est un petit peu le but qu'on a à la mairie, au niveau du tourisme, et aussi
avec l'Office du tourisme, d'essayer de mieux les informer et que les gens consomment un petit peu différemment Bréa et qu'ils comprennent qu'il y a une vie à l'année et qu'il y a pour le coup une vie agricole qui est très importante. Et c'est aussi en corrélation avec les commerçants, hein, c'est-à-dire et avec les restaurateurs. Moi j'ai un commerce au Port-Clos, j'entends bien les gens quand ils viennent le matin, une des premières choses qu'ils nous demandent c'est est-ce qu'on peut acheter des produits locaux? Est-ce qu'on peut aller manger dans un restaurant où on va manger des produits locaux? Alors on essaie de les diriger sur ceux qui le font, mais il serait bien qu'on puisse développer un petit peu plus cette activité, hein, et ce projet, de faire que les gens puissent consommer, puissent venir à Bréa pour consommer de bonnes huîtres, du bon lait, enfin ce genre de choses, et essayer de mettre en relation l'activité économique et l'activité touristique et l'activité agricole de l'autre. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus, mais c'est un petit peu notre projet pour 2022 et pour 2023. Et en tout cas, bonne chance au PAT, parce que je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir de Bréa. Merci. Je vois que le temps tourne, donc je vais essayer maintenant d'aller un peu plus vite sur les deux derniers points sur lesquels on voulait vous donner quelques informations. Tout d'abord, la gouvernance du projet. Elle sera assurée à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, il sera relativement restreint. Il sera composé de 2 représentants de la commune, parce que c'est la commune qui porte le projet, 2 personnes de la commission environnement et 2 représentants des organes qui financent notre PAT. Sa raison d'être à ce comité de pilotage, ça sera de définir les grandes orientations et de vérifier que le travail progresse sur ces grandes orientations, de faire le suivi administratif et financier du projet et de valider les livrables. Dans le cadre du PAT, on s'est engagé à livrer un certain nombre de documents ou de résultats sur certaines actions qu'on a présentées. Et donc, il va être très important de respecter ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et ça, c'est au travers des livrables. Donc, la vérification que le livrable a été terminé et qu'on peut le vendre, je dirais, aux autorités, c'est le comité de pilotage qui le fera. Et bien évidemment, le comité de pilotage, si jamais à un moment on rencontre une difficulté majeure, eh bien, il interviendra. Le deuxième niveau, ça va être ce que j'appelle des équipes projets. Donc pour les différents thèmes, parce que vous savez que le PAT est très multiple, pour les différents thèmes qu'on va développer, il va y avoir des équipes projets qui vont être constituées. Et c'est là où on va faire appel énormément à nous tous, à la population locale, mais aussi à des organismes extérieurs, tels que le RAIA ou l'IREPS ou d'autres, pour avancer plus précisément sur les différents thèmes. Et le troisième niveau, c'est le chargé de mission. On va avoir un chargé de mission qui va travailler avec nous et qui va coordonner un petit peu les actions et qui va s'assurer que les différents thèmes, les différents projets vont avancer normalement. Et cette personne travaillera à plein temps sur le projet. Alors, pour vous parler un petit peu de le chargé de mission, on est actuellement en phase de recrutement. Donc, il y a eu une fiche de poste qui a été définie, un appel à candidature qui a été lancé. On va fermer l'appel à candidature le 15 août. Et du 15 août au 15 septembre, on va sélectionner la personne qu'on va retenir pour un démarrage effectif de travail sur la commune au 1er octobre. On rencontre un succès important. Pour votre information, à ce jour, on a reçu déjà 15 candidatures. Et le niveau d'études qu'on avait indiqué dans la fiche de poste était relativement élevé. Et on reçoit des candidatures même de niveau assez remarquable. Donc la sélection va être un petit peu difficile parce qu'on a beaucoup de candidatures, mais on va avoir un candidat, à mon avis, de haut niveau.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la gouvernance? Je pense que c'est à peu près tout. Alors, bien sûr, il y a des questions, combien ça coûte? Alors, pour vous répondre, et vous l'avez sans doute déjà entendu, la DRAF et l'ADEME, Bretagne, ont octroyé, au travers de la convention qu'on a signée avec elle, une subvention de 100 000 € à dépenser sur 3 ans. Alors, c'est une convention à 70-30, ce qui veut dire que chaque fois que l'on va appeler 70 € de la part des financeurs, la commune s'engage à abonder à hauteur de 30 €. D'accord ? Si donc on veut faire appel à l'ensemble de la subvention, des 100 000 €, ça veut dire que la commune s'engage dès à présent à dépenser 45 000 €. Et ça sur 3 ans. Alors l'avantage de cette convention par rapport à d'autres, telles que les conventions qu'on a sur le site d'exception, c'est qu'il n'y a pas de phasage des dépenses dans le temps. Sur le site d'exception, c'est très très précis. On a des années où on a le droit de dépenser certains montants et d'autres montants. Là, c'est beaucoup plus ouvert. On a 3 ans pour appeler l'ensemble du budget qui nous est alloué. Alors on est même un tout peu plus ambitieux. Si on additionne les 100 000 € de subvention et les 45 000 € que la commune s'est déjà engagée à dépenser, ça ne couvre pas entièrement le budget qu'on a défini. Notre budget pour le PAT est actuellement de 160 000 €. Et donc l'idée, c'est pour combler le petit trou qui nous reste, de faire appel à d'autres financeurs pour nous aider. Il faut aussi noter que dans le cadre du PAT, on a une autre aide, et Marianne et Sandrine sont des exemples. On reçoit de la part de certains organismes des heures qui sont mises à notre disposition, du travail. Ça n'est pas sous forme d'argent, mais c'est sous forme d'expertise ou d'heures que l'on peut utiliser. Voilà. Alors, notre budget en termes de dépenses est très varié. Il faudra payer le chargé de mission, mais on a un certain nombre d'autres postes, et pour vous donner des exemples très précis, on a déjà annoncé dans le budget du PAT une somme, un peu moins de 10% du budget, qui va être affectée à la réhabilitation du moulin du Birlot, parce que la réhabilitation du moulin, c'est quelque chose que l'on peut faire rentrer dans le PAT d'une manière pédagogique d'un côté, pour expliquer aux gens comment on peut produire de la farine, et aussi parce que pour nous, il est important de montrer toutes les facettes de projet. Donc on a cette somme dans notre budget. Une autre somme, par exemple, qu'on a déjà inscrite au budget, c'est un architecte qui va travailler sur la maison du Bois-Riva. Parce qu'on sait qu'a priori, quoi qu'on fasse, et quoi qu'on décide à l'arrivée, il va y avoir un travail relativement important au niveau de l'aménagement de ce bâtiment. Donc on a prévu une somme qui sera dépensée dans ce cadre. Voilà ce que je voulais vous dire sur les aspects financiers. Je pense qu'on a été un peu plus long que prévu. Donc on va s'arrêter là pour les présentations. Si vous êtes intéressé à relire la plupart des notes qui vous ont été présentées par les gens, on a une adresse qui est très facile à retenir, une adresse mail facile à retenir, c'est pat@mairie-6brea.fr. Vous nous envoyez un petit mail, un certain nombre d'entre vous se sont inscrits ce soir au travers de cette adresse, et on vous enverra les présentations. Et sur la chaîne YouTube, du coup, Pardon ? on retrouvera sur la chaîne YouTube de la mairie la présentation de ce soir. Oui, on va mettre aussi sur la chaîne de YouTube. Voilà. Alors, il est un peu tard, mais je pense que si vous n'êtes pas trop fatigué, on peut prendre quelques questions avant de passer à la deuxième
deuxième phase de cette soirée, à savoir le repas local. Est-ce que vous avez quelques questions? On peut s'accorder 10 minutes, un quart d'heure. Alors, il ne faut pas balader sur une question. Moi, je voudrais savoir... Excusez-moi. Je voudrais dire que combien j'ai été intéressée par l'article collectif que j'ai pu lire depuis déjà un certain temps, et intéressée mais aussi très attristée finalement par ce qu'on peut lire du sort de l'agriculture à Bréant. Et surtout du fait que finalement on se rend compte que l'agriculture est complètement affiliée à un groupe de gens qui la consomment et qui sont des gens quand même qui peuvent la consommer, qui ont les moyens. Donc voilà, l'objet de ma tristesse, c'est que effectivement il y a un groupe de gens aisés qui peuvent acheter des bières à planque, et puis les autres qui finalement vont plutôt au supermarché Carrefour ou ailleurs. Voilà. Donc je voudrais savoir si dans les autres îles du Ponant il y a une agriculture complètement différente qui puisse s'adresser à un public beaucoup plus large qui pourrait en profiter. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est plus développé dans d'autres îles? Et voilà. Ok. Alors, du coup, j'en profite parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans le cadre du RAIA, on a réalisé une exposition qui est à l'extérieur sur les agricultures insulaires, et donc, sont un petit peu explicitées dans cette exposition les différences les différentes formes d'agriculture qui existent aujourd'hui à l'échelle des 16 îles, déjà ce sera plus pratique, sur lesquelles on travaille. Donc pour vous donner quelques éléments de réponse, aujourd'hui ce qu'on constate sur ce qui explique le développement agricole des îles, un petit peu pour abonder sur ce que disait tout à l'heure Sandrine, la trajectoire agricole de Bréa, elle est comparable à un certain nombre de petites îles du Ponant, comme l'île d'Aix, l'île d'Ar, Ouessant, l'île aux Moines, voilà, des petites îles en fait sur lesquelles l'activité agricole était plutôt à vocation vivrière depuis très longtemps et n'a pas pu prendre le pli de la modernisation, ce qui fait que l'agriculture a été marginalisée et n'a pu trouver un renouveau qu'en se positionnant sur ce qu'on appelle des marchés de niche, c'est-à-dire l'agriculture biologique, la biodynamie, etc. Donc niches qui sont à l'échelle nationale réservées à une population plutôt aisée. Il y a des îles sur lesquelles la trajectoire agricole n'a pas du tout été la même. Donc les îles du sud, les îles plates, comme on les appelle, Oléron, Noirmoutier, l'île de Ré, sur lesquelles l'agriculture depuis très longtemps s'est inscrite dans des marchés de négoce, avec des activités comme la saliculture ou la viticulture, où il y a tout de suite eu beaucoup d'exports, et où les activités agricoles se sont beaucoup structurées, où la profession encore aujourd'hui a une forte présence politique par l'intermédiaire de coopératives notamment, les coopératives de production de pommes de terre sur Noirmoutier, les coopératives viticoles ou salicoles. Donc voilà, ça c'est. Mais dans ce cadre-là, il y a une production locale qui est importante, mais elle n'est pas destinée à la population locale. Ce sont des marchés d'export avec des productions très spécialisées.
Et puis, on a deux îles qui se détachent un petit peu du lot, c'est Belle-Île et Oléron. Pourquoi? Parce que ce sont des îles sur lesquelles il y a eu quand même assez tôt une diversification des activités. Et cette diversification, c'est un petit peu la clé de voûte en fait du maintien d'un développement agricole sur du long terme. Donc que nous, dans notre typologie, qu'on peut retrouver dans l'exposition et qu'on utilise au sein du RALIA, on les appelle les îles mixtes, parce que sur ces îles, il y a à la fois des filières de production longue. Sur Belle-Île, on produit du lait qui est expédié tous les jours sur le continent chez Lactalis. Sur Oléron, il y a du vin qui est produit pour être envoyé à l'export. Mais il y a aussi des circuits courts qui ont réussi à se développer grâce à des initiatives locales, l'existence de leaders agricoles qui ont pu avoir à la fois des mandats agricoles et des mandats politiques, ou tout simplement voilà, la volonté de citoyens locaux qui ont joué le jeu. Donc c'est difficile aujourd'hui d'expliquer pourquoi sur certaines îles ça a pu se faire et sur d'autres non, mais on a quand même des éléments de réponse qui s'inscrivent dans une trajectoire historique assez longue. Et donc je pense que ce que vous observez sur Bréa et votre témoignage était assez émouvant, d'une espèce d'agriculture à deux vitesses qui se met en place avec d'un côté des productions de masse qui sont destinées soit à des personnes peu aisées, soit voire qui servent à fournir de l'aide alimentaire aux personnes les plus précaires, et d'un autre côté une agriculture de niche qui est destinée à des populations aisées. Je crois que c'est malheureusement un constat qu'on peut faire à l'échelle nationale, voire internationale, mais il y a des solutions à ça, et je pense que les outils que vous voulez développer aujourd'hui à Bréa sont un début de solution, quoi. Ils permettent d'essayer de retrouver un équilibre et de favoriser l'accès à des productions locales et un accès. Quand on parle d'accès, je pense que c'est important de vous dire qu'il y a l'accès économique, mais il y a aussi toute une dimension géographique et aussi sociale. Ça m'est arrivé dans mes expériences professionnelles précédentes de discuter avec des gens qui ne se sentaient pas légitimes à acheter des productions de qualité parce que ils avaient jamais fait ça, ou c'est pas comme ça qu'on faisait. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de normes qui entourent l'alimentation. Et je pense que le dialogue entre les citoyens et les agriculteurs peut contribuer aussi à faire changer ça. Après, je pense qu'il faut être lucide sur le fait qu'une grande partie de ce qui aujourd'hui influence le développement agricole en France ne se joue pas à l'échelle locale, ça se joue à Bruxelles, parce que c'est là que se négocie la politique agricole commune. Et là, je rejoins ce que disait tout à l'heure Monsieur le maire sur le fait et Monsieur Picard sur le fait qu'il y ait une mobilisation à une échelle supra-insulaire voire supra-régionale est nécessaire si on veut faire bouger les choses. Mais se mobiliser localement contribue largement à ce processus. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit et l'interrogation de Madame, c'est que ce problème de niche, comme vous l'avez dit, de consommation de niche, c'est aussi un problème qui est de l'époque. Et la seule façon de résoudre cette équation impossible, c'est comme l'a dit Marion, c'est une éducation. Parce qu'effectivement, si on mange la même chose à Paris qu'à Bréa ou en Provence ou ailleurs, c'est pas possible. On peut pas. La production d'ici permet une certaine consommation. Et je pense que c'est par cette éducation qu'on arrivera aussi à notre niveau à changer les choses. Et que l'autonomie alimentaire va pouvoir se réaliser en partie à Bréa. Évidemment, comme vous l'avez souligné, l'autonomie ne sera jamais effective totalement. Mais on peut y contribuer en tant que consommateur, de changer notre façon de consommer à Bréa, avec peut-être en attendant qu'il y ait de la viande, consommer moins de viande,
consommer des choses, des légumes du jardin, des poulaillers collectifs. Bon, changer fondamentalement notre façon de consommer. C'est la seule façon, je crois, de résoudre ce problème et d'avoir une consommation locale et d'avoir, pour tout le monde, avoir un niveau de prix qui soit décent pour tout le monde et accessible. Une autre question? Oui, je voudrais répondre comme producteur. C'est pas évident, maintenant, d'avoir des prix agricoles qui soient suffisamment rémunérateurs. Moi, j'ai passé 3/4 de ma vie professionnelle à pas gagner le SMIC. Actuellement, les gens sont tous payés sur la ferme, au moins au SMIC, et un petit peu plus. Mais ça ne fait pas très longtemps. Et il faut bien penser que c'est très difficile dans les conditions de structure qui sont les nôtres, avec des champs extrêmement petits, avec des problèmes comme les lapins qui sont des ravageurs qui nous imposent de poser des filets, avec toutes sortes de problématiques sur lesquelles on peut travailler dans le cadre du RAIA, par exemple, de productions qui nous sont spécifiques dans les îles. C'est très difficile de s'aligner sur le prix du marché. Actuellement, un agriculteur qui s'installe sur le continent en production légumière, il va avoir 50 hectares, nous on a 2 hectares et on vit à 4 voire 5 dessus. C'est forcément parce qu'on a de la valeur ajoutée. Et on vous remercie en tant que différents consommateurs d'accepter de payer un prix, mais c'est la seule solution aujourd'hui, et ça a été encore plus le cas dans les années qui précédaient, qui nous permettent de tenir le coup malgré les adversités, on va dire, de notre boulot. Après, si on compare avec l'île de Bas, qui n'a pas été encore nommée, enfin je viens en complément de ce que tu disais, Marianne, là-bas, on va dire la moyenne des fermes en production légumière, ils ont 10 hectares. Quand nous, on a à peu près 1 hectare, et là-dessus, ils vivent à 2-3, comme je disais, on vit à 5. Donc, si on est sur un rapport de 1 à 10, on ne peut pas non plus penser qu'on puisse avoir les mêmes prix. Parce que ça veut dire qu'ils ont déjà des champs qui sont 10 fois plus grands que les nôtres, ça veut dire qu'ils ont des tracteurs qui sont un peu plus puissants, ça veut dire qu'ils ont des champs de froid qui sont plus grandes, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas au cajou de légumes, mais ils travaillent à la palette de légumes, voire au camion de légumes quand il arrive de l'autre côté, puisqu'ils font de l'export sur le continent. Il n'est pas question à Bréa de reproduire ce modèle de l'île de Bâle, bien que cette trajectoire économique aurait pu être celle conservée à Bréa, au sens où là-bas c'est 300 hectares, la notation dernière, mais c'est pour donner un peu la mesure qu'il est très difficile ici de vivre selon les conditions d'accès à la terre, comme disait Patrick, ou bien évidemment les conditions d'exploitation pour pouvoir produire, nous concernant des légumes. Après, je dis tout ça et puis je dis merci Marion parce que ça fait quand même 40 ans que tu nous passes un champ et sur lequel je peux cultiver. Moi, je veux juste répondre à François. C'était pas du tout un reproche mais ce que je voulais dire, c'est que j'espère que le pacte va pouvoir justement un peu niveler les choses et par l'éducation, comme disait Madame, que tout ça, ça va s'organiser, ça va reprendre une singularité, une spécificité relative. Et moi, je suis très optimiste par tout ce que j'ai entendu ce soir de ce projet multidiversifié et qui me paraît quand même très solide et très raisonné. Juste pour rajouter un petit mot, le problème des prix, c'est des prix élevés, c'est quelque chose qu'on a déjà identifié et on consacrera des heures d'études sur justement pourquoi on est
ce niveau-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais on est tout à fait conscient du problème que pose un niveau de prix élevé pour à minima certaines personnes. Et je pense que ce qu'a dit François, c'est très juste. C'est par l'éducation qu'on va pouvoir faire les choses. Néanmoins, il y a un point à régler au niveau des prix. Donc on va essayer de combiner un certain nombre de choses pour arriver à une solution qui satisfera les parties prenantes. Par exemple, je ne sais pas quels moyens vous pensez utiliser pour justement réduire ces écarts. Par exemple, si au travers d'une étude, on se rend compte que pour arriver à baisser un peu les prix, c'est pas avec 2 hectares de maraîchage qu'on peut y arriver, mais qu'il faut 5 hectares, et ben on va essayer, dans le cadre du PAT, de prendre des actions pour justement permettre aux agriculteurs d'avoir la surface minimum nécessaire pour arriver à des prix qui seront, je dirais, mieux acceptés. C'est par ce genre d'études, d'une part, et d'actions qu'on peut arriver à trouver le juste niveau pour effectivement que l'objectif final du PAT soit atteint, à savoir qu'on augmente la production locale. A contrario, c'est pas non plus. Je pense que le prix dans le choix alimentaire, c'est quelque chose qu'en tant que consommateur, on accepte à un prix plus élevé en sachant que les producteurs sont rémunérés de façon digne, qu'on fait travailler des gens en local. On accepte, on ne veut pas acheter la salade au même prix que la salade qui est cultivée en Hollande, sous serre, qui est vendue à 99 centimes au supermarché. Ça, il n'en est pas question. On est bien d'accord. Donc, c'est aussi, je crois que l'éducation, ça passe aussi par là, de dire que notre action citoyenne d'acheter, de choisir tel ou tel produit, ça répond aussi à un projet qui est global, de vivre ensemble et de faire vivre rien, tout simplement. Ok, en fait, on a déjà, je pense, commencé à débattre. Pardon, il y avait encore une question. C'est un ressenti qui prolonge tout à fait ce que tu viens de dire. Comme estivant, assisté à un certain nombre de réunions de nombreuses années où on sentait qu'il y avait un certain grippage. Là, moi, je ne peux que me féliciter que ces problèmes soient abordés très sérieusement, de manière universitaire au sens propre du terme, et qu'on sent qu'il y a une collaboration intelligente entre la demande des agriculteurs et puis les élus, ceux qui nous représentent. Ça fait du bien d'entendre ça, que ça marche ensemble, que ça tire dans le même sens, et que c'est beaucoup moins conflictuel et beaucoup plus harmonieux, avec des présentations culturelles qu'on voit liées, que culture et agriculture, c'est les deux jambes d'un même projet. Eh bien, continuer comme ça, en estivant. On n'est pas beaucoup d'estivants là. On n'est pas beaucoup d'estivants, parce que d'une manière générale, c'est pas la peine d'y aller, il y a des clivages. Là, vous les dépassez dans une grande harmonie, dans une grande sagesse, dans une grande écoute. Merci à tous et à toutes. Merci. Voilà, sur ces paroles, je vous propose qu'on passe à la deuxième phase de la soirée et on vous invite à écouter un certain nombre de produits locaux. On va prendre quelques minutes pour les installer sur différentes tables et ensuite vous pourrez continuer à débattre tout en goûtant des produits qui ont été fabriqués